Excellences, participants, mesdames et messieurs, je voudrais organiser par l'Institut la crise climatique est peut-être la crise la plus marquante de notre époque. Et chaque année, nous pouvons lire et entendre de plus en plus d'éléments sur les effets dévastateurs des phénomènes météorologiques extrêmes. Et cette année, ça va être l'une des pires années à ce jour, avec des inondations records, des sécheresses et des vagues de chaleur qui entraînent des déplacements d'individus, des crises alimentaires, des feux de forêt qui perturbent et qui détruisent la vie de millions de personnes. Nous sommes en train de détruire notre espoir d'un meilleur avenir. Nous devons travailler ensemble pour sauver notre planète. Je suis heureux de savoir que vous êtes si nombreux à vous réunir pour échanger des idées, des solutions et de bonnes pratiques sur la manière de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique. Le cadre que j'ai contribué à établir lorsque j'étais secrétaire général des Nations Unies. Je suis particulièrement heureux de savoir que vous êtes nombreux à venir des 4 coins du monde, notamment d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et du Pacifique. Et qu'un grand nombre de solutions qui seront discutées proviennent des femmes et des communautés autochtones qui sont les plus touchées par le changement climatique. Alors, je vous encourage à profiter pleinement de la Semaine mondiale de la croissance verte et à échanger activement avec les gens et les autres en tant que champions et praticiens de la croissance verte. La crise climatique exigera la collaboration et l'action collective de chacun d'entre nous, car le changement climatique ne connaît pas de frontières. Et le changement climatique ne fait pas de discrimination fondée sur la race ou sur la classe sociale. Alors, nous pouvons transformer nos économies, nos sociétés et laisser un avenir meilleur, un avenir durable et inclusif, uniquement si nous travaillons ensemble. Les défis seront difficiles et il n'y a pas de raccourci. Mais si nous travaillons ensemble de toute urgence, nous pouvons y arriver. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. J'espère que vous vous rejoindrez à moi pour faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures. Je vous souhaite des échanges très fructueux et réussis pendant cette semaine mondiale de la croissance verte. Je vous remercie. Pierre, vous pouvez modérer la session. Allez-y, vous avez la parole. Ce rapport intergouvernemental sur le changement climatique est littéralement une sorte de brisure de la province. Je pense que c'est une honte qui nous pousse vers un monde. Nous sommes
nous courons au désastre. Kylian, est-ce que vous êtes là? Kylian, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez vérifier pour être sûr que votre micro est connecté? Et s'il y a une possibilité, je pense qu'on peut aussi passer au prochain panéliste et ensuite revenir plus tard. Euh, je considérerais qu'on puisse passer au prochain panéliste et ensuite revenir. Désolé pour les soucis techniques. Alors, la première personne qui sera en charge de la présentation sera Alexis. Alexis Tabsoba. Donc, vous avez la parole. Oui, Alexis. Oui, monsieur Alexis Tabsoba, vous avez la parole. Oui, 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 nous pouvons vous entendre.
Nous voyons l'écran. Nous voyons l'écran. Vous pouvez juste ouvrir maintenant la présentation PowerPoint. Nous voyons l'écran, mais vous devez ouvrir la présentation. Est-ce que vous pouvez ouvrir la présentation? Est-ce que vous pouvez ouvrir? La présentation n'est pas ouverte. La présentation n'est pas ouverte. Est-ce que vous pouvez ouvrir la présentation? Donc, essayez peut-être de sortir de l'écran et de refaire. C'est toujours pareil. Je vous propose de fermer et de refaire. Est-ce que vous pouvez arrêter de partager votre écran? On va essayer de passer à un autre panéliste et ensuite revenir plus tard à vous. Alors, la prochaine présentation sera faite par Paul. Nous avons envoyé la présentation en coréen et en français pour éviter les problèmes techniques. Alors, le seul commentaire que j'ai à faire est que notre professeur allemand, prix Nobel, ne pourra pas malheureusement participer. Alors, je vais maintenant procéder. Je vais faire en sorte que cette présentation puisse être vue facilement et je serai prêt aussi pour la séance de discussion. Le jury a atteint le verdict et ce verdict
ce rapport intergouvernemental sur le changement climatique est littéralement une brisure, en fait, sur... c'est assez difficile de cataloguer afin d'atteindre un monde vivable. Nous sommes, nous, nous, nous sommes maintenant à compter du désastre. Nous avons le manque d'eau, les catastrophes climatiques, l'extinction des espèces, de millions d'espèces d'animaux. Et ce n'est pas de la fiction ni de l'exagération. C'est ce que la science nous dit de notre situation actuelle et notre utilisation de l'énergie. Nous sommes en train nous allons connaître une croissance de plus d'un point degré de la température. Valeurs et l'éthique humanitaire. J'ai été adopté avec 3 ans et j'ai hérité d'un héritage remontant au XVe siècle en tant que forestier. Agriculteur de la forêt noire et acteur du changement à chaque génération, depuis le XVIIe siècle. L'horloge Black Forest, cucou de Trère Franz Ketterer, montre au monde l'heure. Celle de mon grand-père, l'ingéniosité peut être vue dans chaque centre commercial, dans tous les produits périssables. Préemballés dans les filets et les containers pré-découpés et emballés et l'ensemble des aliments pré-traités second game pour l'industrie de la restauration. Mon père suisse a commencé après l'obtention de son diplôme, sa première mission à Istanbul à créer Nigro Turk en tant qu'investissement en capital social par le fondateur de Swiss Nigro, Gottlieb Duttweiler. La stratégie de développement Trade Isaid, commerce équitable hors des pays en développement stratégie, en tant que bénévole indépendant. Depuis 1992 dans le cadre du Deep Development in Progress. Appelé par l'ONS 1999 à Org. Le sommet mondial sur la santé de l'ONS 2000 à Winterthur, 2001 président du Global Drug Fund Meeting New York à Rockefeller. Mettant en œuvre les OMD de l'ONS dans le cadre des Journées de la santé du Mont Kenya, suivi en 2015 par ACAD. Interface Kenya Swiss Turk Curatorium, Reg ECOSOC à un civil, la société a récompensé. L'UNG à 2019 livres soudanaise en tant que pionnier et 2020 en tant que gagnant de l'UNG à SDG avec Sauver le lac Victoria d'ici 2063 en tant que site du patrimoine de l'UNESCO. En tant que Ketterer, je poursuivrai l'héritage. PER Aspera ad Astra. Qu'est-ce qu'une mission de paix positive et quel est l'impact pour les femmes africaines en tant que gardiennes de la famille, de l'économie des soins et de la démocratie terrestre? En tant que pionnier des ODE récompensés par l'UNGALY 2019. Nous sommes responsables de la mise en œuvre des objectifs des ODE des Nations Unies. Nous avons sélectionné parmi les 17 objectifs les plus vitaux pour les agriculteurs africains. Objectif 2 éliminer la faim. Objectif 3 assurer la santé. Objectif 6 gestion de l'eau. Objectif 8 économie des soins. Objectif 13 actions urgentes sur le climat. Objectif 15 utilisation durable de l'écosystème et de la biodiversité et objectif 16 en tant que lien multilatéral pour les futures Afriques, promouvoir la paix et des sociétés inclusives pour le développement durable, construire des institutions responsables et garantir la justice pour tous.
Le collectif panafricain du tapis vert CANOPS est l'institution multilatérale chargée de mettre en œuvre les 7 objectifs sélectionnés avec 15 agriculteurs biologiques nationaux. Aujourd'hui, 13 pays africains, l'Angola et le Mozambique suivront. 6 pays sur les 13 sont à l'ordre du jour mondial en tant que théâtre de guerre civile, et plus de 60% de nos plus ou moins 4 millions d'agriculteurs biologiques sont en danger persistant de perdre leurs moyens de subsistance en raison de crimes contre l'humanité victimes de viols, de tortures, de meurtres, de déplacements et de perte de biens. Les terribles réalités africaines basées sur la cupidité, le pouvoir et le capitalisme immoral doivent être changés par rebelle.edu, mis en œuvre avec succès sur 26 ans avec des prisonniers, des jeunes séropositifs, des travailleurs du sexe, des agriculteurs et des groupes de femmes. Comme on l'a appris à New York, les missions de paix positive sont basées sur des intérêts communs pour les agriculteurs. Nourrir la famille, nourrir le bétail, protéger la propriété contre la sécheresse, les inondations et l'accaparement des terres. La terre de 10% par SSF INACRE a été la première étape de la mise en œuvre de la mission de paix positive, accord signé avec les 15 agriculteurs biologiques nationaux.org. La deuxième étape à partir de 2023 est le rebelle.edu de 6666 agriculteurs biologiques à CANOPSSDG Pioneers. Apprendre les ficelles du métier pour adapter les objectifs des hôtes sur WANACRE en plantant les bioséquestres haute performance et polyvalence CANOPS avec des cultures d'accompagnement dans sa ferme. En tant qu'acre de survie en cas de dystopie climatique. Formule rebelle.edu, 4 millions d'agriculteurs, 40 ans jusqu'en 2063. 15 nationalfarmers.org égale 6666 à former chaque année par les 15 signataires nationaux. Biofarmers.org dans 2 hubs au Kenya et le Cameroun compte 1,8 million de membres, fonds fournis disponibles. Que Dieu bénisse GGJ Week 2022 et Dona Nobis Pacem. Prof. Docteur. Nili de FIBL a calculé que la séquestration potentielle de l'agriculture biologique était de 0,9 plus petit que 2,4 gigatonnes par an. Ce qui représente 15 plus petit que 47% du total annuel des GES agricoles. Positive PIS mission apporte l'espoir de retarder le changement climatique dystopia. Nous partageons cet espoir avec notre ambassadeur de l'UA et émérite du mouvement d'agriculture biologique en Afrique, M. John Nyoroge. Fondateur du KIOF Kenya Institute Organic Farming et de la KOFA Kenya Organic Farmers Association. Okay, you see, so when you plant better around there like that, it will help now the roots go down so that the top root of the tree will be quicker. So it will come out because the shoots will go deep. They make the soil easier and they are waiting for oxygen. So the top root will be sinking very quickly. Yes.
tant que démocrates et scientifiques africains, nous suivons la recherche scientifique suisse des principales universités mondiales Zurich et EPUL Lausanne et FIBL. Les instituts nationaux de recherche sur l'agriculture biologique établis. 1974. FIBL, l'un des principaux instituts mondiaux d'agriculture comparative, dirigé par le professeur Urs Nili. Vous le rencontrerez dans la prochaine vidéo. Ses conclusions sont les justifications scientifiques de notre travail en tant que collaboration panafricaine CANOPS Green Carpet. C. Mise en œuvre de la mission de paix positive à partir de 2023 à 2063 dans le cadre de la politique UA. Arbe notre U plus grand que S plus grand que P grâce à l'amélioration de la plantation de bioséquestre CANOPS sélectionnée selon les méthodologies biodynamiques du Dr Rudolf Steiners, pour rencontrer, comme notre vision, les mineurs de charbon avec 16 tonnes d'atténuation de CO2 par an. De retour en Afrique topsol. Ici, notre sélection scientifique à haut rendement et à usage multiple, les cultures d'accompagnement sont tournesol et fonio-céréales indigènes les plus anciennes d'Afrique, graines trouvées dans les pousses de Tombouctou. Photo vétiver, moringa, bambou, suivi des taux de séquestration du CO2 et de brefs avantages pratiques en récoltant les feuilles de moringa 6 mois, les haricots. L'huile idem pour le bambou et le vétiver. La ceinture de développement organique de l'Égypte en aval du Nil et de la région des Grands Lacs de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique du Sud fait face à de multiples menaces. Outre la crise climatique, le réseau d'infrastructures routières africaines crée de nouveaux défis, le bulldozer à travers la ceinture biologique du COMESA, affectant plus de 4 millions d'agriculteurs. La source linéaire étendue d'impacts environnementaux négatifs des autoroutes transafricaines pollulaires fragmente l'habitat des humains et de la faune, entravant l'apiculture et l'élevage en contaminant les pâturages par les hydrocarbures polyaromatiques, HAP, à proximité des autoroutes. La concentration totale de HAP dans les échantillons d'herbe des autoroutes est 8 fois plus élevée et 4 à 7 fois plus élevée dans les échantillons de sol prélevés à proximité des autoroutes. Le fluorantène, le pyrène et le phénanthène sont les principaux HAP présents dans les échantillons de graminées, American Chemical Society. Les partenaires de la collaboration panafricaine CANOPS Green Carpet de 14 organisations paysannes dans 13 pays ont convenu de donner une ACE ou 10% des terres de chaque agriculteur pour cultiver diverses cultures capables de séquestration du CO2. Pour y parvenir d'ici 40 ans, 2023 à 2063. Cela signifie que 4 millions d'agriculteurs disposeront de 4 millions d'acres de terre verdissant l'Afrique, de préférence plus. La formation sera dispensée par le KIOF sur 2 campus en mettant l'accent sur les objectifs 8 UNSDG. Le processus de mise en œuvre utilisera des méthodologies organiques. 10 formateurs seront impliqués. 200 agriculteurs seront formés chaque semaine dans 2 campus. 100 agriculteurs à KIOF Juja et 100 agriculteurs à WCK Mombasa. Ils seront encouragés à augmenter la superficie plantée de UNAC ou 10% avec les cultures chaque fois que possible.
Les méthodes d'agriculture biologique seront enseignées, encouragées et mises en valeur. Le KIOF est compétent dans les méthodes de formation en agriculture biologique et forme des agriculteurs depuis 30 ans depuis 1990. Le KIOF a été reconnu par l'IFOAM, Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique, et l'Union africaine. Jean W. Nioroge, le directeur du KIOF, a siégé au conseil d'administration international de l'IFOAM pendant 6 ans et a été nommé champion de l'agriculture biologique par l'Union africaine. Ce sera notre fierté de former chaque groupe de 200 agriculteurs. Être formés chaque semaine dans 2 campus, Juja et WCK Mombasa à partir de 2023. Organic farming first, it's kind of system of agriculture that abhors pollution. Organic farming is a type of farming where we don't use any chemical fertilizers. We introduce farmers to organic farming. We talk about the advantages of organic farming over conventional farming. And then on the other hand, also, we come and teach them about... En d'autres termes, nous avons aussi utilisé sur la conservation de l'eau. Et c'est vraiment dynamique pour leur faire savoir qu'est-ce que c'est que l'organique. Je pense que c'est très intéressant, un sujet très intéressant. Je suis là aujourd'hui pour apprendre plus sur l'agriculture organique. Je suis aussi là pour apprendre plus sur l'agriculture organique parce que je ne savais rien auparavant. On utilisait les produits chimiques et cela avait de l'effet sur les sols. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile d'utiliser l'agriculture organique parce que nous utilisons des plantes naturelles. It's very environmental friendly. For example, organic farming abhors, we don't like things like polythene, we don't like things like chemicals. Parce que nous n'utilisons pas les polythènes, nous n'utilisons pas les produits chimiques. Avec le compost. Je pense que c'est la première des choses. Nous disons aux agriculteurs qu'ils ont besoin d'avoir du compost. Et nous les formons à pouvoir fabriquer leurs pesticides. De ne pas utiliser les pesticides synthétiques, mais d'avoir des solutions de mettre en place leurs propres pesticides. Parce qu'il n'y a pas de pollution. Nous n'empoisonnons pas les plantes, nous n'empoisonnons pas les sols. Nous faisons en sorte de protéger l'atmosphère. Egypt aims to collaborate with 9 other countries to finish the construction of a motorway connecting the country's north to Cape Town, South Africa, by 2024, in the hopes of boosting trade on the continent. Dans le but d'améliorer, cette proposition a été cette année lorsque le ministre des Transports a discuté avec le Parlement avec le but de pouvoir connecter l'Égypte avec ses voisins. Alors, l'Égypte va compléter l'autoroute Caire en Afrique du Sud et qui va interconnecter 9 pays. L'autoroute Caire à Cape Town est une autoroute qui sera du Caire à Cape Town qui a été premièrement proposée par l'Empire britannique et qui n'a pas eu lieu. Dans les années 1980, le plan a été repris en place avec des modifications et a été surnommé l'autoroute Transafrique 4. Alors, je vais discuter de comment et à quel extent
Comment est-ce que l'agriculture organique protège les sols? Le rôle crucial de fertiliser les sols afin de sécuriser les approvisionnements en termes de nourriture. Et c'est une terminologie qui est utilisée par le IFIO afin de répondre aux besoins au niveau de l'agriculture et aussi au niveau de la recherche. Alors, je vais utiliser les références qui proviennent d'analyses qui ont été faites et des données sur les données sur les sols. Et nous avons beaucoup fait des recherches et des comparaisons et des essais. J'utilise aussi des données de plateformes très connues comme le Rodale Institute Farming System Trial, qui est en Pennsylvanie aux États-Unis, qui comporte plus de 70 études sur le terrain. Et vous allez voir que les données du Rodale Institute sont toujours sur le côté optimiste. Et nous avons aussi utilisé les données du Rodale afin de pouvoir comparer différents systèmes d'agriculture. Et c'est toujours sur le côté optimiste. Pour les actions d'équipe, merci beaucoup pour votre présentation. C'était une présentation très inspirante. Vous avez pu voir votre expérience en relation sur la potentialité de l'agriculture organique en Afrique. Je pense que vous avez fait un boulot magnifique et votre expérience montre qu'il y a une grande potentialité à l'utilisation de l'agriculture organique. J'espère que durant la session de questions, les participants pourront poser des questions qui pourront nous éclairer aussi sur notre expérience. Alors, notre prochaine panéliste, et présentateur sera Emery Klingat, qui est au niveau de l'université en Ouganda. Et la présentation sera d'améliorer les relations et les communications entre les modèles d'agriculteurs et pour s'adapter au changement climatique. Merci beaucoup pour la parole. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup de m'avoir invité sur cette plateforme afin de pouvoir partager mon expérience et comment est-ce que nous pouvons améliorer les modèles de communication des agriculteurs afin de viser un développement durable et une adaptation au changement climatique. Juste pour donner un petit contexte, un agriculteur est une personne qui sert et qui est capable de pouvoir traduire et qui permet aux différentes communautés de pouvoir connaître les bonnes pratiques en termes d'adaptation au changement climatique, spécialement dans les différentes communautés concernées. Sur l'application des différents manuels, comment est-ce que comment retarder le processus de semer, et aussi sur la période de récolte, les bonnes pratiques pour les récoltes, et aussi s'adapter au changement climatique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les modèles d'agriculteurs ont le potentiel de pouvoir d'être relevants, d'être acceptés, d'utiliser des stratégies de communication qui sont inclusives et qui sont beaucoup plus adaptées et acceptables. Et cette communication pour le développement durable et pour l'adaptation au changement climatique, ils peuvent utiliser cette information
sur une très longue période. Et la source des informations est disponible. Et aussi, il y a des bonnes pratiques et ils seront aussi évalués et suivis par des experts. Et cela peut améliorer la production et la productivité. Prochaine diapo. Alors, pourquoi développer des modèles de communication des agriculteurs pour l'adaptation au changement climatique? Premièrement, il y a un besoin très urgent d'augmenter la productivité dans l'agriculture, suivant les conditions difficiles de climat et aussi à l'insécurité alimentaire. Les politiques de communication agriculturelle qui sont dans un cadre national et régional, les adapter au cadre national et régional, il y a un manque de contexte local en termes de communication et comment est-ce qu'engager et communiquer sur les changements climatiques. Nous avons les agriculteurs locaux ont beaucoup de difficultés à accéder à l'information et à s'adapter au changement climatique. Et cependant, ces travaux ne sont pas souvent disponibles afin de partager ces informations avec les différents agriculteurs et spécialement dans les communautés au bon moment. Spécialement lorsque la saison de l'agriculture commence, la saison saison pluvieuse commence, quand est-ce qu'il faut commencer à semer, quand est-ce que voilà, il faut commencer. Ils n'ont pas. Et concernant l'information qui est déjà disponible, nous voyons qu'il y a très peu d'adoption de cette information par les agriculteurs locaux. Alors, il y a un besoin qui se crée d'utiliser ces modèles de communication comme source d'information qui pourront permettre une plus grande adoption des différentes informations et des différentes stratégies. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Aussi, nous avons les travailleurs qui sont autour, deviennent de plus en plus. Le nombre de travailleurs a beaucoup diminué suite au défi, au manque de ressources financières afin de faciliter l'accès à ces zones. Et nous avons aussi la discrimination. Alors, et il y a eu une discrimination spécialement avec les femmes à cause de la société et à cause des croyances et spécialement les croyances entre les hommes et les femmes et les différenciations en termes de sexe. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour cette étude, c'est une étude académique. Nous avons utilisé des théories, la théorie de diffusion de l'innovation. Et cette théorie dit que pour la propagation de l'information, nous devons discuter du temps que ça prend afin que ces idées puissent être communiquées au niveau des communautés. Et les différentes références qui s'est fait est de savoir que et cela suggère que des efforts continuels peuvent avoir beaucoup plus d'efficacité et pouvoir permettre aux agriculteurs de pouvoir s'adapter au changement climatique. Et aussi, cette communication continuelle peut permettre aux agriculteurs de développer une croyance et de croire aux différentes informations qui sont communiquées et de pouvoir, dès lors qu'ils croient à ces informations, ils peuvent pratiquer et adopter ces informations sur le terrain. Et cette théorie aussi suggère que si les croyances d'une personne sont renforcées, cela peut pousser cette personne à vouloir utiliser et s'adapter au nouveau modèle. Et dans ce cas de figure, c'est l'adaptation
aux effets du changement climatique. Un prochain diapo. Alors, lorsqu'on regarde les différents modèles de communication, c'est critique parce que ces différents modèles sont actuellement disponibles au niveau des communautés et ils sont capables d'accéder à cette information. Mais nous devons améliorer la qualité en termes d'efficacité, c'est-à-dire être sûr que cette information est réelle, juste. Donc, il est important de vérifier la qualité de l'information qui est partagée. Il est important aussi de vérifier les formes et les structures de communication, les types de communication participative, communication d'amont en aval, communication à 2 niveaux. Et je pense qu'avec cette forme de communication, vu que cette forme de communication participative est typiquement accessible à la communication, à la communauté, s'il vous plaît, cela peut aider. Et c'est aussi important de respecter la source et la production de l'information qui est partagée. Il a été montré que l'information qui est produite par les agriculteurs dans les communautés, par exemple, les informations aussi peut-être sur la météo, ces informations sont partagées au niveau des informations des agriculteurs. Cette information peut être utilisée. Ils peuvent recevoir ces informations, par exemple, des stations de radio, ils peuvent recevoir des stations de télé, et ils pourront savoir exactement, ils ont besoin de savoir d'où cette information génère pour être beaucoup plus sûr que cette information est juste afin de pouvoir appliquer. Nous devons aussi voir les facteurs qui influencent cette information. Généralement, les informations qui sont partagées au niveau des communautés viennent du gouvernement. Cependant, au fil des années, il a été prouvé que même si cette information vient du gouvernement, souvent cette information provenant du gouvernement, elle peut créer des réactions assez mitigées de la part de la communauté. Parce que cette information peut ne pas être assez claire. Et si cette information n'est vraiment pas claire, et vu que le gouvernement travaille sur toutes ces activités, ils peuvent se dire que cette information venant du gouvernement ne sera pas utile à leur utilisation vu leur expérience passée avec les programmes gouvernementaux. Aussi, nous allons discuter des canaux de communication. Alors, nous pouvons avoir des sessions de formation, des ateliers. Et durant ces ateliers, on peut aussi former, renforcer les capacités de ceux qui sont en charge de mettre en place ces informations de communication. Aussi, en tant que canal de communication, nous avons les médias sociaux. On peut aussi partager l'information sur les médias sociaux. Nous avons les médias traditionnels, comme nous avons les radios locales, nous avons des posters, nous avons des flyers que nous pouvons aussi partager au niveau des communautés. Et aussi, avec le développement actuellement des médias sociaux, des téléphones portables, nous pouvons aussi partager l'information à travers ces différents canaux. Et ça, ce sont les différents canaux de communication qui existent. Et lorsqu'on essaie de comprendre les canaux de communication, il est très important de comprendre le canal qui est viable et qui marche et qui a un taux d'efficacité assez élevé. Il ne peut pas y avoir un seul canal qui est au-dessus de tous les autres canaux de communication. Un autre élément aussi qui est important et qui doit être pris en compte, prochaine diapo s'il vous plaît. Prochaine diapo, est la perception des agriculteurs modèles sur les communicateurs du changement climatique. Ils doivent avoir confiance en ces personnes. Et ils doivent savoir que les communicateurs, les informations que les communicateurs passent sont des informations qui sont très importantes et sur lesquelles on peut avoir confiance. Et ils doivent être sûrs que ce sont des informations qui viennent à leur bénéfice et qui peuvent aider la communauté. Donc, c'est ceux qui sont en charge de passer ces informations doivent être responsables.
et ces fonds doivent être accessibles. Et il doit y avoir aussi des preneurs de décision au niveau local. Et cela peut aider à améliorer la confiance, l'esprit de confiance et surtout la synergie entre les exécuteurs modèles et pour conclure, pour que ces modèles de communication des exécuteurs puissent être efficients, nous avons compris qu'il faut discuter de l'impact de cette communication. Premièrement, il faut une implication, une inclusivité et améliorer l'accès à l'information. Parce qu'ils pourront ensuite comprendre les normes culturelles, les normes sociales, afin de briser les barrières de discrimination, briser ces barrières qui sont au niveau des communautés. Aussi, on pourrait réaliser une augmentation de la population, de la production et une productivité. Nous pourrons aussi réaliser que les communautés on permet aux communautés de pouvoir implémenter eux-mêmes et ça les permet d'en faire mieux. Et cela peut développer la sécurité. Et pour conclure, je pense que les agriculteurs modèles peuvent améliorer et être un canal très important, un canal très efficient pour la communication sur les changements climatiques. Et cela peut permettre aux agriculteurs de pouvoir s'adapter aux bonnes pratiques qui pourront les permettre de faire face aux défis en termes de productivité et en termes de production sur les changements climatiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Emily, j'espère que les conclusions de votre recherche pourront nous permettre d'avoir plusieurs informations sur comment mettre en place des stratégies de communication innovatives et particulièrement comment adopter des bonnes pratiques au milieu des agriculteurs. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, la prochaine personne qui sera en charge de la présentation sera Alexis Tapsoba, qui travaille pour GGI Burkina Faso, bureau de Burkina Faso. Alors, sa présentation sera sur les approches innovatives pour la promotion de méthodes pour l'irrigation à travers les systèmes de pompe. L'irrigation solaire. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais utiliser cette opportunité afin de remercier tous les différents participants à cette session. C'est un grand plaisir de pouvoir partager mes approches innovatives pour la promotion d'une agriculture basée sur l'irrigation solaire et les systèmes de pompe. Et je pense que c'était un projet, c'est le projet le plus important de notre bureau GGI pays. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je voudrais tout d'abord rappeler le contexte. Nous avons environ 8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, avec 90% qui vivent dans les zones rurales. Et l'agriculture représente environ 34% du PIB.
Nous avons seulement une seule récolte par an et seulement 2% des zones cultivées sont irriguées. Nous avons dans ces zones irriguées environ 60 000 pompes diesel qui sont utilisées au niveau des champs. Prochaine diapo. À l'autre côté, nous pouvons voir que l'irrigation qui fonctionne avec le système solaire utilise très peu de maintenance, coûte moins cher et peut aussi réduire l'émission de CO2 par 1 kg. Lorsque nous avons décidé d'adopter cette technologie, combinée à d'autres bonnes pratiques, nous pensons que nous pourrons améliorer les récoltes de 30%. Cela signifie que c'est une très grande opportunité pour un pays comme le Burkina Faso. Prochaine diapo. Alors, le projet a été d'abord à la phase de test et d'identification, de design d'irrigation solaire combiné avec des pratiques d'agriculture qui pourront aider à développer un business model qui est bancable pour le pays. Notre but est de mettre en place, d'installer et de tester les performances et le prix de ces irrigations, ces systèmes d'irrigation de pompes solaires. Notre but aussi est de générer des preuves afin de pouvoir développer cette technologie et de pouvoir vulgariser et développer cette technologie dans le pays. Notre but aussi est de former 1000 agriculteurs et aussi soutenir 30 villages sur les bonnes pratiques liées au développement durable et au management durable des ressources. Afin de pouvoir aussi développer la chaîne de valeur de l'agriculture, nous espérons former environ 1000 femmes au niveau de l'entrepreneuriat vert. Nous voulons aussi atteindre l'objectif de mettre en contact les agriculteurs, les coopératives, ceux qui vendent ces pompes solaires. Premièrement, nous avons essayé d'impliquer l'administration publique pour la mise en œuvre de cette activité. Nous avons premièrement planifié de former une formation des formateurs. Alors, nous aurons 83 conseillers techniques régionaux et 25% de femmes. Et 25% des participants étaient des femmes. Après cela, ils peuvent supporter nous avons eu 11 029 agriculteurs qui étaient formés par les conseils techniques. Et la troisième étape, c'est l'installation de ces systèmes d'irrigation et de pompes solaires dans les champs. Il faut aussi informer que cette technologie a été installée premièrement sur des agriculteurs volontaires afin que nous puissions réunir des données et de savoir si cette technologie est durable et est-ce qu'elle est utilisable facilement par les agriculteurs.
Ensuite, nous avons partagé, donc, nous avons partagé environ 50 panneaux solaires aux différents agriculteurs, aux différentes coopératives d'agriculteurs. Et ce qui est très important à noter, le plus important est de définir un système optimal d'irrigation solaire, dépendant en fait de la taille des champs, quel type de modèle financier peut être beaucoup plus adapté pour le développement et pour permettre à cette technologie de pouvoir se retrouver partout dans tous les 4 coins du pays. Après la mise en œuvre de ces différentes actions, nous avons eu à faire face à quelques défis. Parmi ces défis, nous pourrons citer le manque de produits spécifiques, financiers spécifiques pour l'irrigation, le nombre insuffisant de spécialistes, de techniciens afin de maintenir ces pompes solaires, le manque de contrôle en termes de qualité, en termes de ceux qui nous vendent ces panneaux solaires. Et nous devons améliorer nos relations avec une des entités, une des entreprises locales qui peuvent nous permettre d'avoir ces panneaux solaires. Nous avons aussi remarqué un manque d'organisation au sein des coopératives d'agriculteurs. Et nous pensons que c'est critique pour ces coopératives de pouvoir se développer et améliorer leur organisation. Nous avons aussi besoin de facilitation afin de développer Nous avons aussi le manque de politique afin d'encourager une sorte de recyclage des pompes diesel et avoir une transition sur les pompes solaires. Alors, nous devons essayer de convaincre les décideurs afin qu'ils fassent de cela une priorité, de passer à une transition aux panneaux solaires d'irrigation, au système d'irrigation solaire. Nous devons aussi collecter plus d'informations afin d'améliorer les données statistiques que nous avons déjà. Et nous aurons besoin de collecter encore plus de données afin de nous rassurer sur l'utilisation de l'eau et afin qu'il n'y ait pas de conflit entre l'utilisation domestique de l'eau et l'utilisation à des buts d'agriculture. Et la dernière chose assez importante est le développement du processus de transformation des produits agricoles. Et cela est beaucoup plus géré par des femmes entrepreneurs. Et il y a des entités qui s'occupent de cette transformation des produits agricoles. Prochaine diapo. Durant les prochaines semaines, les prochains mois, nous espérons pouvoir développer des initiatives afin de renforcer les capacités des agriculteurs. Et cela va se faire avec le soutien des différents acteurs, l'administration publique. Nous avons aussi vu comme plan d'action permettre aux différents agriculteurs de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir accéder à cette technologie. Parce qu'après la formation,
nous devons leur permettre. Parce que plusieurs agriculteurs sont vraiment intéressés par cette technologie. Donc, nous devons leur permettre d'avoir accès. Nous devons aussi promouvoir le développement de produits financiers, spécifiquement pour le secteur agriculturel. Et c'est un secteur qui est considéré comme un secteur assez risqué, mais avec l'irrigation solaire, nous pensons que ce sera très, très intéressant pour les institutions financières de pouvoir s'impliquer dans ce domaine. La dernière, c'est considérer comment manager les ressources en eau. Afin que les utilisateurs puissent utiliser les meilleures pratiques afin de pouvoir utiliser ces eaux souterraines, afin d'éviter des conflits. Et c'est cela que je voudrais partager sur l'expérience du Burkina Faso, sur l'irrigation, sur le système de pompe, à travers le projet qui est soutenu par la coopération danoise. Merci beaucoup pour votre présentation, Alexis. Une présentation très enrichissante. Et comme vous l'avez mentionné, il est obligatoire pour les agriculteurs de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies. Et c'est très important de développer de bonnes pratiques qui sont liées au changement climatique. Et que ces pratiques puissent respecter les objectifs économiques et aussi environnementaux. Merci beaucoup pour votre enrichissante présentation. Pour la prochaine présentation, nous aurons M. Donné, David Marcel. Il travaille à Agence Concept Sahelian et sa présentation est beaucoup focusée sur les laboratoires verts, une approche participative pour la communauté. Il fera sa présentation en français, mais ses diapos seront en anglais. Alors, vous pouvez y aller. Merci. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Zouré David. Je suis architecte, planificateur urbain au Burkina Faso. Je fais partie de la firme d'architecture et de planification urbaine. Beau concept. Je vais vous partager mon écran. Alors, je vais discuter de laboratoire vert Green Lab, une approche participative pour les communautés. Je ferai ma présentation en français parce que je suis plus confortable en français. Qu'est-ce que les Green Labs? Parcours sahélien 2040, un parcours qui a été organisé par l'AFD, l'Agence française de développement, entre octobre 2020 et juillet 2021. Nous étions 25 participants des pays du Sahel, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Tchad, pour aborder les questions communes du Sahel. Donc, c'était l'ensemble des problèmes. Nous avons ensuite regroupé par thématique et nous avons fait des groupes thématiques pour aborder ces sujets-là. Moi, personnellement, j'étais dans le groupe Sahel Vert et dans le groupe Sahel Vert, nous avons traité des questions liées à l'environnement et à l'agriculture. Donc, dans le groupe, nous étions 5. Donc, je suis co-auteur avec Armel du Cameroun, Ousmane du Mali, Seini du Niger et Yvon du Bénin. Green Lab consiste à connecter les acteurs
dans une chaîne de valeur autour de l'agriculture urbaine. Il faut dire qu'au départ, l'approche GreenLab avait une vocation plutôt environnementale, dans le sens de reverdir les villes. Et on s'est rendu compte que l'approche environnementale isolée n'était pas forcément viable parce que l'environnement apparaît un peu comme un élément qui est assisté, dans lequel on injecte de l'argent sans forcément avoir un retour immédiat en bénéfice. Par contre, en associant agriculture et environnement, on arrivait à faire de l'environnement un support pour l'agriculture en milieu urbain, donc à pouvoir créer des revenus immédiats à la suite du processus. Donc, il s'agit, comme on parle d'agriculture milieu urbain, d'office, il y a un conflit entre l'occupation de l'espace, entre les infrastructures urbaines et le couvert végétal. Donc, c'est déjà d'avoir une production agricole sur les espaces urbains récupérés, que ce soit les espaces publics ou les espaces privés, donc en termes de support. Également, il s'agit de prendre en compte la question des ordures ménagères dans un processus de valorisation et de transformation pour en faire des inputs dans l'agriculture. Il s'agit également de former aux bonnes pratiques agricoles et également de partager des expériences. Le partage d'expériences qui prend en compte les savoirs endogènes qui ont marché quand même pendant un certain temps, qui pourraient toujours marcher, et l'innovation en matière d'agriculture. Et bien entendu, de pouvoir, à la suite de ce processus-là, générer des ressources pour une certaine résilience et une autonomie financière. Nous allons faire quand même de l'état des lieux et des défis pour ce qui est de la ville de Ouagadougou. Voilà, parce que quand nous avons développé l'approche GreenLab, nous avons essayé de prendre en compte les réalités de nos différentes villes, à Dakar, à Niamey, à Bamako, à N'Djamena, parce que les défis n'étaient pas les mêmes. Donc, il s'agissait d'avoir une approche qui prenne en compte les différents défis. Nous allons y revenir. Déjà, pour l'état des lieux de ce qui est de Ouagadougou, on a eu une expansion urbaine qui n'est pas toujours contrôlée, donc qui se dépeint sur les ressources végétales. Nous avons les infrastructures vertes qui sont menacées par cette extension urbaine parce qu'elles sont convoitées pour l'aménagement de nouvelles parcelles, de nouvelles infrastructures. Nous avons des espaces verts qui sont prévus dans les plans d'aménagement. Ça, c'est un point positif. Dans les plans d'aménagement des espaces verts qui sont prévus, sauf que ces espaces verts, même quand ils sont prévus, ne sont pas aménagés, ne sont pas valorisés. Donc, nous avons des parcelles vides qui sont utilisées à d'autres fins. Pour ce qui est de l'état des lieux, nous avons une activité agricole en milieu urbain, notamment du jardinage qui se mène dans des espaces pas toujours adaptés, le long des berges, des barrages, avec ce qui pose comme problème d'ensablement de cours d'eau, ainsi de suite. Nous avons également l'existence de zones non edificantes, donc des zones impropres à l'aménagement, impropres à l'habitation en milieu urbain. Il y en a pas mal, les zones inondables. Nous avons également les servitudes le long des voies ferrées, qui se révèlent être des espaces urbains qui ne sont pas exploités, occupés en tout cas pour la ville. Nous avons une activité agricole domestique qui se passe dans les ménages, à titre privé, petits jardins potagers, l'élevage de volailles, de lapins, de petits bétails. Également, nous avons la gestion des ordures ménagères qui reste quand même un peu difficile au niveau de Ouagadougou. Ces ordures ménagères sont parfois justement déversées dans les parcelles non occupées de la ville de Ouagadougou. Les défis, comme je disais, il y a un conflit sur la terre entre l'agriculture et la ville. Parce que la terre, jusqu'à présent, c'est le support par excellence de l'agriculture. Donc, en termes de défis, il s'agit de trouver un substrat pour l'agriculture. A priori, c'est de gérer justement ce conflit-là entre la ville et l'environnement, mais également de développer ces espaces verts qui existent. Puisqu'ils sont là, c'est des espaces vierges qu'il faut aménager. Et s'ils sont déjà occupés, arriver à les récupérer pour leur donner leur vocation première. Et en plus de cela, il faut chercher de nouveaux supports pour l'agriculture en dehors de la pleine terre, qui est le support classique. Nous avons les cultures hors sol, nous avons pas mal de techniques nouvelles ou anciennes même, que nous connaissons nouvellement ici, qui peuvent être mises à profit pour capitaliser le maximum de support possible. L'autre défi qu'il y a, c'est le défi de l'eau. Ça, c'est le défi général pour le Sahel, pas seulement pour l'agriculture, même pour l'alimentation.
Donc, il faut garantir la disponibilité dans la ressource d'eau. Il y a le défi également de l'amendement du sol. Si les sols ne sont plus ce qu'ils étaient, ils sont peu riches, très peu adaptés à l'agriculture. Donc, il faut arriver à les rendre propres à l'agriculture. Également, le défi des revenus. C'est comme je disais, l'activité de jardinage se mène en ville, mais les revenus sont irréguliers. Comme cette activité est liée à la présence de l'eau, elle se fait généralement en saison pluvieuse, produisent de la salade, des choux, des tomates. Mais quand la saison sèche vient, il n'y a plus d'eau. Ils sont obligés de se reconvertir à une autre activité. Donc, Green Lab se veut être le lien entre ces différents éléments-là pour en tirer le potentiel. Déjà, pour ce qui est du support, nous avons fait 4 de nouvelles approches de culture hors sol, en tout cas hors terre pleine. Ça peut être en pot, ça peut être l'aquaponie, ainsi de suite. Il y a également les espaces verts qui sont là. Comme je disais, on a des espaces verts qui ne sont pas aménagés. Mais ce qui est intéressant dans l'approche des espaces verts, c'est qu'ils existent. La mairie ne les aménage pas, les différentes mairies, parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Alors qu'en utilisant ces espaces verts dans une vocation d'agriculture urbaine, notamment à travers l'agroforesterie, ces personnes, ces maraîchers qui sont dans les espaces non appropriés, pourraient être reversés, réorientés vers ces espaces verts, amenant leur activité. Ils vont reboiser le site, quitte à ce que plus tard, la fonction première de l'espace vert soit remise à elle, à savoir un espace boisé. Et également le défi de l'eau. Donc, le lien à ce niveau, c'est là où Green Lab devient très intéressant parce que ça permet un partage de connaissances, à savoir une agriculture adaptée et une agriculture qui demande très peu d'eau. Également, la question de l'amendement du sol. L'amendement du sol, on fait rapidement le lien avec les ordures ménagères. Les ordures ménagères qu'on a déjà de la difficulté à gérer, qui pourtant, en output pour les domiciles, sont des inputs pour l'agriculture quand ils sont valorisés en compost. Et l'avantage, c'est que c'est de l'engrais organique, contrairement à l'engrais chimique qui est actuellement beaucoup utilisé. Et ensuite, on a les revenus. Ça permettra d'avoir des revenus réguliers toute l'année, mais pas seulement pendant la saison des pluies. Donc, on se retrouve avec une plus-value financière facilement réplicable avec un faible investissement de départ. Donc, nous allons faire cas maintenant de bonnes pratiques qui existent, parce que les pratiques existent, mais elles sont isolées. L'idée de Green Lab, c'est de les mettre ensemble, de créer un réseau pour qu'il y ait un retour entre le public, l'espace public et l'espace privé, entre les producteurs et les consommateurs. Nous prenons dans la première image à gauche, c'est de l'agriculture domestique. Ce qui est intéressant ici, c'est que le support, ce n'est pas la terre ferme. On voit un sol qui est carrelé, mais il mène une agriculture, des salades, dans des pneus usés qui ont été réutilisés comme étant le support, comme étant des pots pour l'agriculture. Et à partir de cette agriculture qu'il mène, il peut vendre comme il peut la consommer. Dans la deuxième image, nous avons le cas d'un jardin communautaire à Tampuy qui est géré par une association où ils font des pépinières, ils font de la pépinière, ils produisent des fruits, des choux, des salades qu'ils revendent et parfois qu'ils transforment sur place. Également, là-bas, ils expérimentent de nouvelles approches en termes de culture hors sol. Dans la troisième image, nous avons la ceinture verte de Ouagadougou. En fait, la ceinture verte, elle représente à grande échelle une partie de Green Lab. Parce que ce que nous voyons ici, c'est un espace qui a été aménagé, qui a été attribué à des maraîchers qui occupaient avant des espaces illégaux. Donc, la mairie les a réinstallés dans la ceinture verte, qui n'était pas du tout verte, avec comme contrat social d'entretenir les arbres qui allaient être plantés et parallèlement, ils allaient pouvoir mener leur activité de maraîchage. Et à la fin, à droite, nous avons un cas de valorisation des ordures ménagères qui se fait au centre d'enfouissement technique, au centre de traitement, de valorisation des déchets du Ouagadougou. Donc, les déchets arrivent, et là-bas, les femmes trient les déchets, les ordures ménagères les transforment en compost, les sachets plastiques sont transformés en d'autres objets. Ce qui nous intéresse ici, c'est le compost parce qu'il est directement lié à l'agriculture. Et nous allons finir ici avec cette image qui est un manguier, Mangifera indica, qui illustre bien en fait l'approche Green Lab dans le contexte d'agriculture urbaine. C'est un arbre fruitier très ombrageux
Il a un feuillage qui est assez large, donc il produit pas mal d'ombre, qui capte alors pas mal de CO2 et qui parallèlement produit des fruits. Et ces fruits-là sont des fruits qui peuvent être consommés, vendus, ainsi de suite. Dans le sud-ouest du Burkina, nous avons une zone qui produit beaucoup de mangues. Et là-bas, les mangues, quand elles sont produites, elles sont séchées et elles sont ensuite exportées vers Ouagadougou, la ville, et vers l'extérieur. Je vous remercie pour votre attention. Thank you. David, pour votre présentation très intéressante. Votre présentation, j'ai beaucoup appris sur le grand potentiel de l'agriculture urbaine, spécialement pour développer la sécurité alimentaire, vu que l'urbanisation est très croissante en Afrique. Je pense que nous avons besoin d'utiliser ces bonnes pratiques. Merci beaucoup. Alors, à tous les participants, tous les présentateurs, alors je voudrais maintenant ouvrir cette session pour la session des questions-réponses pour la discussion. Je pense que nous avons fini avec les différentes présentations. Alors, comme nous avons des participants de différents pays du monde, qu'ils puissent poser leurs différentes questions. Je pense que nous pouvons réunir quelques questions. Alors, la première question que j'ai est pour M. Alexis Tapsoba. Monsieur Alexis Tapsoba, merci beaucoup d'avoir présenté vos différentes informations sur la promotion des systèmes d'irrigation et de pompes solaires. Selon votre information, quels sont les défis pour l'adoption de ce système d'irrigation solaire et de pompes au Burkina Faso? Quels sont les défis majeurs? Alors, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à cette question. Alors, Paul, j'ai aussi une question pour Paul, spécialement en termes de politique. Selon votre expérience pour la promotion de l'agriculture organique en Afrique, qu'est-ce que les preneurs de décision doivent faire afin d'améliorer et d'accélérer l'adoption de l'agriculture organique au niveau des millions d'agriculteurs que nous avons? Donc, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question. Alex, est-ce que vous pouvez répondre à la question sur les défis majeurs? Je pense qu'on peut laisser. Alors, je vais passer la parole à Alex d'abord pour la question posée. Alex, vous avez la parole. Alexis, vous avez la parole. Monsieur Alexis Tapsoba ne peut pas vous entendre. Oui, maintenant, nous pouvons vous entendre. Merci beaucoup pour votre question. Ce que je peux dire, ce que je peux souligner est que le système n'est pas extensible pour le moment. Nous avons besoin d'un nouveau système beaucoup plus optimal pour la zone. Nous devons avoir des précisions sur la surface à irriguer afin que le système soit beaucoup plus efficient. Le système est aussi limité par le manque de soleil. Et souvent, nous voyons qu'il y a un manque de soleil afin de pouvoir pouvoir apporter le soleil nécessaire pour l'irrigation. Et dans ce cas de figure, nous devons trouver une alternative. Une possibilité de pouvoir garder, lorsqu'ils ne sont pas en train d'irriguer, qu'ils puissent stocker les ressources en eau
afin de pouvoir utiliser ces eaux pour irriguer. L'un des défis majeurs est l'accès. Et lorsque je parle d'accès financier par les agriculteurs aux différentes technologies, parce que le coût de ces technologies est assez élevé. Alors, nous devons soutenir JDI ou d'autres partenaires, ou même le gouvernement devrait soutenir de façon conséquente l'accès à ces technologies par les agriculteurs, une possibilité peut-être de louer ces équipements ou avoir l'engagement d'institutions financières et pour le moment, cet engagement est assez faible. Nous devons mettre en place beaucoup plus d'efforts afin de convaincre les institutions financières afin qu'elles puissent nous soutenir sur l'acquisition des équipements. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question. Parce que je suis très inspiré par votre présentation, M. Paul. Est-ce que vous avez des plans d'expansion à d'autres différents pays? Comme vous l'avez vu dans notre présentation, nous avons 13 pays africains, 4 millions d'agriculteurs. Je pourrais inviter notre ami l'architecte du Burkina Faso qui vient de faire la présentation à nous rejoindre. Parce que je vois que dans sa présentation, il n'y a pas d'agriculture organique, donc il pourrait nous rejoindre et devenir un membre de ce que nous faisons. Parce que nous savons que l'agriculture organique est excellente. Et je peux vous dire que nous avons besoin du gouvernement suisse afin de pouvoir soutenir. Et ils font partie. Nous avons créé l'association kenyane d'agriculture organique. Et nous avons discuté avec le gouvernement kenyan. Et comme vous le savez, la situation en Afrique, l'agriculture organique ne représente que 2% du marché. Et en termes d'exportation, ce n'est pas la norme. Notre proposition, ce qui est sur la table actuellement, est la quintessence de mes 65 ans d'implication. J'ai passé plus de 35 ans au niveau de la transformation des aliments, sur la transformation des aliments, sur la distribution en Suisse. Nous nourrissions plus de la moitié de la population suisse. Et j'ai commencé à travailler avec le gouvernement afin de développer de nouvelles stratégies, spécialement dans les pays en développement. Et c'est ce que nous avons essayé pour le moment avec quelques cultures. Et ces cultures, nous avons essayé d'établir des coopératives de jeunes. Et nous avons établi une convention, un partenariat avec la Banque suisse. Et cette banque devait être en charge de financer nos différents projets. Et nous avons eu l'occasion de pouvoir lever la somme de 10 millions de francs suisses. Et c'est la raison pour laquelle je devais aller à New York afin de pouvoir faire pousser mes plaidoiries, spécialement au niveau des philanthropes américains. Mais nous avons en tête, et basé sur mon expérience de la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a survécu grâce à l'agriculture organique. Et nous avons changé
nos cours de tennis en champ de patates. Tous les cours de tennis, tous les terrains de sport ont été transformés en des champs. Et c'est comme ça que nous avons survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et vu que nous n'étions pas impliqués dans la guerre, vu que nous avons les nazis d'un côté, nous avons les alliés de l'autre, et nous avons utilisé 16 hectares je pense que nous avons 1 hectare qui est là disponible. On peut survivre avec juste 1 hectare. On peut planter et survivre avec une famille. Et c'est ce que j'ai essayé de discuter et d'améliorer spécialement en Suisse. C'est que nous avons dû enseigner la population suisse à pouvoir se préparer pour des scénarios de désastre. Et c'est ce que nous voulons faire dans le contexte du Kenya ici, préparer à la situation des désastres. Je pense que c'est très intéressant. Je pense que nous allons essayer de vous rencontrer pour avoir d'autres zones de collaboration. J'ai une autre présentation aussi que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Mais je suis sûr que c'est un thème, un sujet de suivi ou de ne pas suivi pour les Africains. Merci beaucoup. Bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les présentateurs, ceux qui ont été partis de cette session. Je voudrais vous inviter Dr Malik Fofana, qui est le directeur régional Afrique pour GCI, pour les remarques finales. Merci beaucoup. Vu le temps imparti, nous allons passer aux conclusions finales. Oui, monsieur Malik, vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre évaluation. Merci beaucoup aux différents participants. Merci beaucoup. C'était très intéressant de pouvoir entendre vos discussions, vos expertises, et aussi de partager votre expérience au niveau des différents pays sur l'agriculture, sur les modèles de communication au niveau des agriculteurs, aussi sur Green Lab, surtout sur les systèmes d'irrigation, et aussi essayer de générer 20 à 25% diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Nous aurons en 2020 environ 900 millions de populations qui seront sujets à l'agriculture. Et ce nombre va monter à plus d'1 milliard d'ici 2050. Nous avons aussi cette perspective car nous devons répondre à cette demande croissante et nous devons développer de nouveaux systèmes pour améliorer la productivité agricole et une résilience sur les changements climatiques. Nous avons aussi besoin un tiers de tout ce qui est produit, 2,5 millions de tonnes, est perdu. Et cela nous montre que 10% des émissions de gaz sont associées à de la nourriture qui n'est pas consommée. Et nous devons essayer de comprendre comment est-ce que nous devons voir sur les deux secteurs, aussi la production, mais aussi la gestion des déchets. Et ce nombre est en train d'augmenter par 45 à 65 millions. Alors, ce nombre est de plus en plus croissant. Alors, nous devons aussi comprendre le besoin de financement. Le besoin de financement qui s'élève à 350 milliards. Et à travers les différentes conversations,
le mécanisme de financement des actions de changement climatique sont très importants. Et en Afrique, nous perdons à peu de 5 à 10% du PIB dû au changement climatique. Et au niveau de la Jeune d'Afrique, nous avons des pays où le PIB est lié à l'agriculture à l'auteur de 45%. Nous devons aussi améliorer la productivité et ce qui peut aider les populations les plus pauvres, mais aussi dans le sens de pouvoir répondre à la demande en termes de consommation. Et pour avoir des bénéfices directs. Le second élément, qui est très important, selon les conversations aujourd'hui et les différentes pratiques, afin de pouvoir réduire les émissions et aussi les modélisations. Nous avons parlé de l'agriculture organique, nous avons parlé du Green Lab, nous avons parlé du management des ressources naturelles. Sur ce, nous devons aussi savoir que la communication est très importante, les politiques sont très importantes, mais comment est-ce que nous pouvons réunir le financement afin d'atteindre ces objectifs? Alors, c'est important de penser à réunir les mécanismes normaux afin d'atteindre les productivités et avoir assez de financement afin de pouvoir atteindre et trouver. Alors, je voudrais dire que c'est des challenges, mais je veux dire que nous devons faire en sorte que l'agriculture soit une des solutions du changement climatique. Et je pense que ceci est lié à beaucoup de choses, à l'augmentation de la température, mais nous devons trouver comment est-ce que l'agriculture peut faire partie de la solution du changement climatique. Et cela peut créer beaucoup d'informations. Je pense que c'est le seul moyen pour nous pour changer la courbe, pour faire balancer la courbe. Et je suis vraiment content de l'engagement des différents partenaires. Et je voudrais vous dire merci en tant que responsable de JJA. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos expériences très enrichissantes. Je suis sûr que ça ne sera pas la dernière fois que nous aurons l'occasion d'échanger, parce que je pense que c'est très important, parce qu'il y aura beaucoup d'actions à mettre en place. Merci beaucoup et j'aimerais vous souhaiter un bon après-midi, bonne nuit, bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez. Merci.